En 1948, il y a eu beaucoup d'Olim de France, des rescapés de la Shoah, qui sont arrivés après-guerre et qui ont combattu dans les rangs du Palmar, mais aussi beaucoup de volontaires et pas seulement des Juifs. Michael Blum, bonjour. Bonjour Cathy. Ravi d'être avec toi ce matin et tu as choisi de nous parler des héros français tombés pendant la guerre d'indépendance. On ne le sait pas toujours, mais 75 hommes sont tombés et tu as décidé de nous faire le portrait de quelques-uns. Alors c'est assez saisissant quand on voit la liste parce que leur profil est tellement varié et leur parcours vraiment héroïque. Est-ce qu'on peut commencer par quelques-uns? Je sais pas, je suis un peu émue aussi aujourd'hui ce matin. Raconte-nous pourquoi tu as choisi ce sujet. Alors c'est vrai que chaque année, on parle lors des commémorations de Yom HaZikaron, on parle souvent, en tout cas dans les médias français, des Français, des gens qu'on a connus, de gens dont on connaît les familles et qui ont souffert ces dernières années. Et ceux de 48 sont parfois oubliés parce qu'il y a longtemps que souvent on ne connaît pas leurs familles qui se sont plus intégrés à la société israélienne et qui ont disparu un peu du cercle français francophone. Et en fait, en 1948, il y a eu beaucoup d'Olim de France, donc des rescapés de la Shoah qui sont arrivés après-guerre en Palestine mandataire et qui ont combattu dans les rangs du Palmar ou de Tzahal au début de la guerre, mais aussi beaucoup de volontaires et pas seulement des Juifs. Il y a eu plusieurs bénévoles et donc notamment l'histoire de Gérard Weil dont je voulais évoquer la mémoire ce matin. Donc Gérard Weil est un Suisse non juif. Son père est général de l'armée suisse. Lui-même est ingénieur, il fait des études supérieures, devient, comme son père, officier de l'armée suisse et spécialiste du déminage. Alors, il participe à la résistance et aide des enfants juifs à traverser la frontière franco-suisse. Et après-guerre, il décide de s'investir encore plus pour le peuple juif. Il arrive à Haïfa, il entre dans la Haganah et il va être envoyé en fait comme espion dans les pays arabes voisins en tant que touriste suisse. Donc il peut circuler facilement. Et en début 1948, il revient en Palestine et devient instructeur au Palmar pour former des soldats. Et 6 jours seulement après sa nomination, le 11 mars 1948, il est tué en tentant de désamorcer un engin explosif en Galilée. Destin tragique, donc pour un non-juif qui s'est identifié au destin du peuple juif. Ouais, c'est incroyable et c'est vrai que tu fais bien de rappeler sa mémoire aujourd'hui. Alors, il n'est pas le seul non-juif. Il y a aussi Michel à Suède qui, lui, a un père juif. Son nom l'indique, mais sa maman n'est pas juive, donc il n'est pas considéré comme juif pendant la halakha. Et pourtant, il s'est associé à notre destin. Alors, Michel à Suède a un destin tragique. À l'âge de 13 ans, il perd sa mère et part avec son père en Tunisie. Donc un père juif et une mère chrétienne. En 1943, il quitte la Tunisie, il s'engage dans les forces françaises libres, les FFL. Il va combattre en Italie, il reçoit la Croix de guerre et va traverser le Rhin, combattre en Allemagne. Il fait partie donc des libérateurs. Et c'est là, en Allemagne, qu'il découvre les horreurs de la Shoah. Et là, il se rend compte qu'il n'a pas sa place ni en France, ni en Tunisie. Et il décide de partir combattre en Palestine. Il monte sur l'Altalena à Marseille et il envoie une carte postale à son père avec juste ces 3 mots: je rentre à la maison. Et sur la plage de Tel Aviv, le 22 juin 48, il est tué par les tirs donc des soldats du Palmar qui voulaient empêcher l'Altalena, ce bateau rempli d'armes destinées au Lehi, d'accoster. Donc il n'a pas eu le temps de voir, il n'a pas eu l'occasion d'arriver sur la plage, sur la terre d'Israël. C'est vraiment très, très touchant. Alors, il y a eu plein d'autres histoires. Tu as choisi également de nous parler ce matin de Joseph Malek. Alors, lui, qui a eu un destin incroyable, il était membre des forces françaises libres. Il a également combattu en Allemagne et puis il a décidé de venir combattre en Palestine pour aider, pour apporter son soutien à cette guerre terrible.
Comment il est mort, Joseph Malek? Alors, Joseph Malek a aussi un parcours étonnant. Il est né à Constantine. Et très jeune, adolescent, il part à Paris. Il travaille comme menuisier à Paris. Et tout ce qu'il gagne, il l'envoie à ses parents en Algérie, ainsi qu'à ses 7 frères et sœurs plus jeunes. Donc, vous l'avez dit, il combat dans les FFL, il combat en Allemagne, lui aussi reçoit la croix de guerre, et héros de l'armée. Dès que la guerre est terminée, il fait son alia, et le 2 juillet 1948, il rentre à l'armée. Il est tué sur la route de Jérusalem par l'explosion d'une mine quand sa voiture passe donc sur cette route qui était la route la plus importante pendant la guerre de 48. Les forces sionistes essayant de récupérer la route entre Jérusalem et Tel Aviv. Ah, ce qui est touchant dans ce que tu racontes, c'est qu'on se rend compte que les Français du début de l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui ont été extrêmement présents dans toutes les strates de la société, également dans ces combats terribles. On l'oublie un peu, mais j'aimerais que tu racontes l'histoire de Raphaël Weiler, j'espère que je le prononce bien. Lui aussi, il a participé, alors c'est un combattant héroïque, il a participé à la libération de Paris, mais il a également fait partie du fameux commando français. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent et qui sont fraîchement débarqués en Israël ne connaissent pas cette histoire, et pourtant les francophones, les Français ont énormément fait pour l'effort de guerre et pour amener la victoire à Israël, enfin à la Palestine à l'époque. Voilà, le commando français, c'est un commando au sein du Palmar qui est créé pour rassembler ensemble, comme il y avait au Mahal, beaucoup de bénévoles venus du monde entier qui ne parlaient pas l'hébreu, donc il fallait, pour combattre, comprendre un minimum, se comprendre. Donc il a été décidé de créer ce commando français, à sa tête un officier catholique bénévole, Tadé Difre, qui en Israël changera de nom et adoptera un nom hébraïque, Tadé Etan, et Teddy Etan, plus précisément. Et dans ce commando, il y a donc des Français, des Belges, des Suisses, des Algériens, des Marocains, tous ayant comme point commun de parler le français et de vouloir combattre pour défendre l'État d'Israël qui est sur le point de naître. Alors, parmi les officiers, donc, il y a ce Raphaël Weiler. Raphaël Weiler avait été au débarquement en Normandie, il avait donc libéré Strasbourg, puis Paris, il avait combattu en Allemagne, et au lieu de poursuivre une carrière en France, où il était ingénieur, il décide de faire son alia. Trop âgé pour entrer à l'armée au début, ils veulent le garder comme ingénieur dans la toute jeune armée, mais il veut être combattant, et en tant qu'officier de FFL, il va devenir en fait l'adjoint de Teddy Etan, et donc officier du commando français. Il est tué dans les combats particulièrement difficiles sur la route de Beersheba. On sait que le commando français, on ne le sait pas, en tout cas c'est très important de le dire, que le commando français va être une des forces qui va permettre à Tzahal de prendre le contrôle de la ville de Beersheba, et il est donc tué le 21 octobre 1948 dans les combats près de Beersheba avec 14 autres soldats de ce commando français. Voilà, on a toujours l'impression que parfois les guerres ne servent à rien, mais malheureusement, voilà, on a la preuve aujourd'hui que ceux qui tombent et ceux qui donnent leur vie pour le pays ont vraiment aidé à faire que nous soyons libres aujourd'hui sur notre terre et ont aidé à l'édification du pays. Alors j'aimerais qu'on termine avec un dernier portrait de survivant, c'est Shlomo Bushbinder, et lui, il est tué à l'âge de 17 ans. Un très beau jeune homme. Alors Shlomo Bushbinder, dont son histoire que j'ai découvert il y a quelques années m'avait beaucoup touché. Il y a en Israël un terme qui s'appelle Netzer Acharon, c'est-à-dire le dernier descendant. À l'armée, il y a un peu plus d'une centaine de soldats qui, au fil des années, mais surtout en 1948, à leur mort, n'ont laissé aucune descendance et n'avaient eux-mêmes ni frères et sœurs en vie. Les Netzer Acharon, en fait, c'est le dernier membre d'une famille décimée pendant la Shoah. Et là, ici, ce Shlomo Bushbinder, donc en fait, est fils d'une famille de juifs polonais qui sont déportés pendant la Shoah. Lui est caché en France, dans une maison de Lozé. En 1946, il arrive avec un groupe d'enfants orphelins comme lui. Et
dès le début de la guerre, donc fin 1947, il s'engage alors qu'il est extrêmement jeune dans le cadre du Palmar et il va faire partie du commando français aussi et il est tué le 22 octobre 1948 lors d'un bombardement égyptien aussi sur la route de Beersheba et donc on l'a dit, il était donc le dernier de sa famille à avoir vécu et combattu à l'âge seulement de 17 ans pour la création de l'État d'Israël. Merci Michael Blum, on était touchés de pouvoir rendre hommage aujourd'hui à ces gens dont on parle peu. Certains sont oubliés et pour cause, on le comprend. Quand on parle du Netzer Aharon, c'est tout à ton honneur de les citer tout simplement et de parler d'eux aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous Michael Blum. Merci Cathy. כל יום שעובר כמו נצח